un démocrate, un homme de gouvernement italien en particulier, Giulio Andreotti, parlant du pouvoir, dit que le pouvoir fatigue ceux qui ne l'ont pas. Donc, ce qui veut dire une chose très importante, c'est que le pouvoir, l'avoir, c'est bien autre chose que ne pas l'avoir, et ne pas l'avoir, c'est beaucoup plus fatigant que l'avoir. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que c'est le pouvoir? Nous avons enregistré une concentration de richesses de pouvoir entre les mains de quelques familles. Nous savons qu'il existe des pouvoirs beaucoup plus forts que n'importe quel pouvoir institutionnel, et qu'ils sont internationaux, internationalistes et privés. Et en plus, on en a conclu, pour ceux qui savent lire, que ces pouvoirs ont une idéologie mystique à la fois communiste et turbo-libériste. Mais, parce que ça c'est autre chose, est aujourd'hui très rude et se déroule presque en état de somnambulisme. Nous procédons comme si nous vivions dans un cadre sociopolitique qui n'est pas celui actuel, mais quelqu'un qui le précède. Deux tentations opposées s'ensuivent. Celle de changer par la participation au système politique dans l'espoir de pouvoir changer quelque chose simplement en faisant écho aux revendications populaires, ce qui font tous les partis, par exemple populistes ou souverainistes, ou celle d'opposer de manière antagoniste, s'opposer de manière antagoniste à un système qui serait en crise et d'y opposer un autre système radicalement différent. Les deux choix sont irréalistes. La première tentation, celle de tout changer en acquérant la majorité, on peut la définir pseudo-pragmatique, parce qu'on ne prend jamais en compte les relations du pouvoir et le fait que ce ne sont jamais les consensus, les thèses ou les convictions qui changent vraiment la politique, mais sont le résultat prolongé et permanent de conflits gagnés. La deuxième tentation, que nous pourrions définir comme apocalyptique, tient pour acquise une crise systémique qui n'existe pas en effet. Il y a une crise d'entreprise, une crise d'identification individuelle, une crise de société, mais dans la persistance schizophrénique de la tyrannie anarchique, le système évolue sans catastrophe. Intervenir donc, mais comment? Certainement avec un disque dur, c'est-à-dire un weltanschauung vécu au quotidien qui permet de ne jamais confondre la hiérarchie de valeurs. Certes, toujours avec un pragmatisme qui prend en compte les dimensions, les relations de pouvoir et la réalité telle qu'elle est. Armé des centres et de cette circonférence, avec une mentalité stratégique, avec une maîtrise méthodologique, avec une intelligence tactique, vous pouvez traverser l'évolution d'époque en marquant de points les différentes entités. Commençons par la tyrannie. Les oligarchies au pouvoir ne sont plus confrontées à un contrepoids populaire. Les systèmes mondialisés ou post-démocratiques submergent les souverainetés nationales et populaires. Il le fait d'en haut, à travers une stratégie qu'on peut appeler trotskiste ou néo-trotskiste. Il le fait d'en bas, par la force imparable de choses. Parce que l'évolution technologique qui a conduit à l'éruption dans la politique mondiale du nomos de l'ère, les transitions à temps zéro et la dimension aliénée des présents entendus et dilatée à l'infini ont entraîné la planète dans une nouvelle ère pour laquelle nous avons besoin d'une nouvelle politique. L'autocratie est absolue, d'un point de vue des valeurs, également liée à la façon de consommer, planifier sa vie, de penser, évidemment existentielle. Tout contraste théorique peut encore tenir bon, mais d'un point de vue pratique, il est difficile de développer quelque chose qui ne soit pas submergé par la force des choses et les relations de pouvoir. Un continent entier paralysé par les accords de Bâle et les pactes de stabilité suite au coup d'État des finances et des techniciens est la preuve la plus tangible de l'impossibilité de s'opposer à la tyrannie sans fond et bâti et solide. L'actuel coup d'État ONU-OMS sur le Parlement et le gouvernement est un autre exemple de gouvernance mondiale. Un sommet étrange, le sommet de la pyramide est composé des propriétaires de la richesse et de la communication mondiale, ainsi que des terminaux de la politique à cheval sur ce qui était et ce qui sera. Ainsi, Davos, le G7, le G20, etc. agissent en tant que conseil d'administration du monde du chaos organisé.
Important, chaos organisé. Parce que le chaos ne pas ordonné, mais il est organisé. Le sommet de la pyramide est-il compact? Il en est ainsi dans la sauvegarde de ses intérêts partisans de caste, de classe, et le moins de la dimension interne, où les conflits internes sont élevés, et les oppositions importantes, par exemple la gestion de la crise financière de 2008 a explicité la guerre entre gangs, aujourd'hui on assiste à des conflits de pouvoir sur la géographie du nouvel ordre mondial. Nous vivons dans un déséquilibre équilibré. Un autre élément de stabilité incertaine est dû à la coexistence des intérêts des grands protagonistes de la géopolitique et de la géoéconomie mondiale. La fluctuation de l'équilibre entre le cadre de l'hégémonie planétaire américaine, de la bipolarité ou du multipolarisme, la crise de la correspondance entre l'essor des anciens pays pauvres et le déclin occidental. Tout cela nous offre une image continuelle d'un déséquilibre équilibré. La guerre entre gangs et les frictions entre acteurs géopolitiques et géoéconomiques ouvrent pourtant deux failles. C'est qu'une vision trop élémentaire ne les voit même pas. Beaucoup, cependant, ont tendance à les imaginer comme des prodromes d'opposition frontale, basés avant tout sur l'axiome géopolitique de la rivalité entre le nomos de la mer et le nomos de la terre. Il ne tient pas compte de la nouveauté absolue de notre époque, dans laquelle le nomos de l'air prédomine, ou le satellite, et que donc les lois fondamentales de la géopolitique ont oui une valeur, mais déjà limitée. Là-haut, en Epiranium, le vrai pouvoir est apparemment inaccessible, car il est réservé à des élites restreintes qui vivent bien au-dessus des mortels ordinaires, mais qui ont sur ces dernières facultés de vie et de mort. Celle, la permanence, ou plutôt la refondation d'un pouvoir qui est l'expression d'une vaste base, mais qui reste du pouvoir économique, militaire, financier, technologique et ou culturel, peut se confronter directement avec des pouvoirs réels sans devenir une composante oligarchique. Les pouvoirs réels forment, comme nous l'avons dit, le conseil d'administration du système monde, un enchevêtrement de contradictions gérées rationnellement dans tous les cas, un enchevêtrement dans lequel tous les rivaux sont en même temps complices les uns des autres et les complices sont à leur tour rivaux. Toujours tourner dans le vide, en attendant d'atteindre la dimension dans laquelle l'enchevêtrement se dénoue, pour couper peut-être le nœud gordien, que peut-on faire dans un système où apparemment, sous la tyrannie, il n'y a que de la farce? Pouvons-nous seulement continuer à rechercher le consensus populaire et à proposer des slogans aux électeurs pour obtenir un consensus et les remettre au gouvernement pour demander des améliorations, ainsi procéder à une impasse continue, comme cela a été le cas jusqu'à présent? Le pouvoir tel que nous ne l'imaginons pas. Il sera ainsi, à la fois si nous continuons à imaginer le pouvoir comme l'effet automatique du consensus démocratique et si nous le présentons comme un usurpateur, ponctuellement avec un gouvernement vendu et ou inefficace et avec des gens trahis. La réalité, mis à part les conseils moraux, idéologiques, etc., est fonctionnellement différente. Elle certifie que les pouvoirs réels dominent parce qu'ils sont précisément réels. Le système institutionnel est obsolète car il correspond à un modèle social et politique qui n'existe plus et attribué au quota de souveraineté qui n'existe plus, sauf dans les systèmes moins développés, comme par exemple les systèmes moins capitalisés de l'Est. Il n'y a pas d'articulation sociopolitique organique, surtout maintenant que les instruments habituels, syndicats à partis, ont presque complètement perdu le pouvoir de négociation. Il ne reste donc plus qu'à se rendre et peut-être à espérer interagir avec les élites à travers un gramscisme qui provoque une révolution culturelle, ou peut-on faire les choses même de manière systématique et productive? Nous le pouvons, si l'autre aspect de la polarisation post-démocratique vient à notre aide. Celle de la tendance à l'anarchie est entendue comme la perte de l'autorité centrale. Un regard attentif doit être porté non seulement sur ceux qui dénoncent la tyrannie mondiale, mais aussi sur ceux qui interprètent ces déclins institutionnels comme la fin des pouvoirs. Donc regardons maintenant tout ce que les grands théoriciens d'aujourd'hui voient comme la grande possibilité de changer les relations de force grâce à la démocratie du réseau, etc., etc., et au fait que certains pouvoirs directs pourraient se manifester. Il y a cette théorie dite de la fin du pouvoir,
qui, par exemple, a été comment dirais-je, théorisé par un Vénézuélien, un type de Venezuela, Moïse Naïm, qui dit que la fin du pouvoir classique se manifeste dans 3 révolutions qui seraient en cours. La révolution du plus, de la mobilité et de la mentalité. Ce qui revient, pour qui savent lire, pratiquement à une relecture faite de notre côté de ce que déjà Guénon avait pu écrire fin des années 40. Le plus, la révolution du plus n'a pas besoin de description particulière. C'est la royaume de la quantité, la surabondance des naissances, mais aussi de nombre, d'où naissent les bulles financières, surpopulation, excès. Évidemment, on parle au niveau planétaire, on ne parle pas au niveau européen où la surpopulation est plutôt immigrée. Mobilité. La révolution de la mobilité est également claire. Ce sont la mobilité des masses, des millions et des millions de migrants, mais aussi des navetteurs, de la société Erasmus, du low cost et même celle de l'iPhone. Aujourd'hui, celle-ci, apparemment, avec le Covid, est un risque. Mais cette révolution a produit un nomadisme intérieur, même dans les conditions statiques, et la mutation anthropologique à la société liquide. Enfin, la révolution de la mentalité, qui à son tour fille du nombre et de la mobilité, c'est la certitude de l'incertitude. La certitude de l'incertitude, c'est la non-coulée dans un chemin jusqu'à origer l'archétype et des racines. Dans ces nomadismes social et culturels, l'absence d'étoiles polaires, que ce soit réel ou imaginaire, rend tout égal et possible. Tout relatif, atomisé sans forme, jusqu'à la théorie du genre. Donc, vous voyez le côté de l'anarchie à côté de la tyrannie. La direction de la révolution. Ces 3 révolutions vont dans le sens de pouvoirs réels, qui les soutiennent, mais ils vont aussi naturellement. Sauf qu'il n'est écrit nulle part qu'ils doivent aller exactement dans la direction où elles vont. Entre-temps, cependant, entraînent à leur tour de facteurs déstabilisateurs du pouvoir classique, la souveraineté politique, qui a plus de mal à stabiliser le nombre face à des citoyens volatiles internationalisés qui surtout n'ont plus de code éthique et culturel de leur père. Donc, il y a quand même des moments de passage. Un grand écart. La politique elle-même se retrouve déplacée face à ces révolutions et ces pouvoirs. Seul l'administrateur du pouvoir joue aujourd'hui un rôle politique. Tout le reste est une tentative regrettable ou anxieuse de trouver une position. Pourtant, la nature est horreur du vide. Donc, tout ce qui a été perdu du pouvoir précédent, c'est à son tour condensé à de nouveaux pouvoirs atomisés, sectoriels, partisans, qui se forment à la périphérie, à la base, et qui donnent matière à réflexion. C'est comme un précipité chimique. Le précipité chimique de l'autorité engendre des phénomènes politiques rampants de parvenus. Les grillismes, c'est-à-dire les 5 étoiles, les gilets jaunes, les salvinismes, les tipartistes, les sardines en Italie, italienne, en sont des exemples. Nous parlons de poussées tribuniciens qui rappellent les périodes pré-révolutionnaires. Mais il s'agit d'autre chose. Les organisations fanatiques et minoritaires se développent de manière démesurée et les font au détriment des institutions classiques. Ainsi, les diverses églises adventistes sont pratiquement dévorées l'église catholique en Amérique latine. Les gouvernements sont représentés par l'ONG dans les actions, par les think tanks dans les opérations diplomatiques, les armées par les contracteurs. L'association des consommateurs ont un pouvoir que les syndicats ont abandonné. Même en finance, les hedge funds prennent le dessus sur les géants. La désarticulation des structures organiques qui formaient les systèmes sociopolitiques a conduit à la croissance du pouvoir et de l'influence des minorités organisées. Cela explique comment des minorités religieuses ou athées peuvent imposer des décisions radicales à la majorité qui ne les partagent pas. Suppression du crucifix, menus sans cochon, interdiction de la crèche, etc. La même mécanique explique les succès de l'action des lobbies homosexuels ou féministes. De plus, ces minorités subversives, religieuses et de coutume, comme celles qui remplacent aujourd'hui les fonctions institutionnelles, ONG, think tanks, etc., sont en parfaite harmonie avec la culture et l'idéologie de l'oligarchie dominante et offrent donc l'impression de l'inévitabilité du mondialisme. La majorité est composée d'individus, de groupes sociaux ou de familles qui n'ont aucune sorte de représentation concrète, à la seule exception des associations de consommateurs et des pétitions en ligne. C'est une majorité complètement désorientée et perdue dans la polarisation post-démocratique de la tyrannie anarchique. Et c'est cette majorité qui respire et transmet un sentiment de crise
mais qui ne trouvent aucun moyen de transformer l'action en dehors de l'intolérance. Alors, là, il faut commencer, une fois qu'on a vu la situation, il ne faut pas s'arrêter ceci, parce qu'il y avait un auteur de théâtre, de chansons italien de extrême gauche, anarcho-communiste, Giorgio Gaber, qui est très bien, et que j'allais même écouter quand il venait à Rome, rentrant une minute après que la salle était fermée, et sortant une minute avant pour ne pas mettre à marcher, qui disait, entre autres choses, parlons au gauchos, le fait de savoir que nous sommes dans la merde la plus totale, c'est la seule différence entre nous et un bourgeois normal. Donc, le fait, jusqu'à là, ça sert à rien de se dire comme sont les choses, si ce n'est pas pour intervenir ou pour ne pas voir les possibilités, les potentialités. Alors, déjà, regardons, l'instinct collectif agit en tout cas. Ainsi, d'une part, les petits et moyens entrepreneurs, même s'ils n'arrivent pas à le faire bien, s'organisent pour tenter de faire réseau. D'autre part, les travailleurs, désertant les syndicats impuissants, recherchent la concertation au sein des entreprises, donnant forme à un interclassisme qui devient aussi un esprit de corps. Un point de référence manque tout simplement, le réseau manque, tout ce qui permet aux actions de base aux citoyens autoritaires d'influencer la politique, comme le font les minorités subversives. L'écart à combler est celui de la recomposition de tout ceci. Une recomposition qui, comme l'enseigne l'histoire, ne peut en aucun cas se produire sur un modèle obsolète, ignorant les tendances de l'époque, qui doit plutôt être mise à profit. Donc il faut connaître les tendances de l'époque. Les trois révolutions en acte, l'écart entre la tyrannie et l'anarchie, l'importance des petites minorités pour pouvoir savoir comment s'orienter. Une recomposition dans un système qui ne se limite pas à la bête en charge, théorie et programme, mais qui s'articule sur une organisation sociale qui lui permet de devenir non seulement un porte-parole, mais en fer d'avance et en levier d'instance précise. Des instances. Celles-ci pouvant être activement prises en charge si et quand une sérieuse organisation à réseau a été produite. Si et quand, dans la sphère politique, cela s'accompagne d'un pouvoir contractuel et si nécessaire de chantage. Ça sert à rien, ça sert toujours à quelque chose, mais ça sert à rien de voir un grand parti si cette grande partie n'est pas au service d'une logique et s'il n'a pas un pouvoir contractuel, un pouvoir de chantage quand il rentre en jeu. Si et quand, quelle que soit la sphère politique institutionnelle, un pouvoir s'est construit et s'est fait de manière autonome, c'est ce qui est fondamental. Face à la métamorphose du pouvoir, le grand travail aujourd'hui ne peut pas être accompli dans un mouvement plutôt que dans un parti, dans une association volontaire plutôt que dans un centre d'études, dans une minorité de médias plutôt que dans un lobby de catégories. Elle s'accomplit dans la constitution d'un système articulé et objectif qui comprend tout cela ou qui au moins traverse tout cela en même temps. Donc ce n'est pas nécessaire de créer tout ceci, même il faut peut-être, où il y a quelque chose qui existe dans ce sens-là, essayer de le relier objectivement pour qu'il y ait une géométrie et pour éviter que chaque logique particulière aille toute seule, que ce soit la logique du mouvement, d'un parti, d'une association de volontariat ou d'un centre culturel. La clé est la position mentale envers une société et un pouvoir qui ont changé et qui ne sont généralement pas compris. Les modèles de clarification nous est donné justement par l'Union européenne et par la façon dont nous l'abordons. Le pragmatiste, ou soi-disant tel, pense qu'il suffit de faire entrer de bonnes questions au Parlement européen et dans les commissions. Les apolitiques, en revanche, retracent tout le déclin à l'UE, considéré exclusivement comme un monstre produit par complot et coup d'État par les financiers. En réalité, l'UE est le miroir de l'époque. D'une part, c'est l'effet des besoins de la technologie, de la communication, de l'économie, autrement dit de l'époque. De l'autre, c'est le produit des oligarchies dominantes à tous les niveaux, international et national. Enfin, à l'absence d'une véritable sérénité continentale et en perte progressive de toute sérénité nationale, elle se relève particulièrement soumise aux finalités des minorités organisées. Ce n'est pas en rejetant l'UE que la réalité dont elle est une superstructure sera effacée.
tout comme ce n'est pas en discutant à Bruxelles, sans épaules couvertes et sans pouvoir de négociation et de chantage, que les choses changeront jamais en Europe. Ce qui est remarqué dans l'UE, c'est ce qui se passe partout. Concentration du pouvoir entre les mains des oligarchies dominantes, usurpation de l'autorité par des minorités organisées, généralement des subvertisseurs, suppression progressive de la souveraineté nationale, échec de la réalisation de la souveraineté continentale. À cela s'ajoutent les effets physiques et géographiques de la polarisation et de la post-souveraineté, c'est-à-dire d'une part la tendance à la continentalisation, de l'autre celle de la localisation et de la régionalisation. Le champ d'action qui en résulte doit prendre en compte la possibilité de sauvegarder et transformer la souveraineté nationale, la nécessité de former une souveraineté européenne qui ne piétine pas, mais intègre les souverainetés nationales. À propos de souveraineté nationale, nous l'avons déjà vu l'autre jour, quant à la souveraineté nationale, si nous nous trouvons en présence d'une véritable abdication, pas vis-à-vis de l'Europe, mais vis-à-vis de la finance, en tout cas à l'heure actuelle, elle est objectivement réduite. Sur les marchés mondiaux, Internet et les satellites, même les prérogatives de souveraineté sous-jacentes, monnaie électronique, armée, ne seraient pas suffisantes. Comme les Américains avaient déjà volé une série infinie de contrats entre la France et les pays africains dans les années 90, alors on la baisse à dernière minute parce qu'ils étaient au courant via satellite et ordinateur de négociation, cela suffit pour attester qu'il n'y a pas de souveraineté possible de ne pas lier confédéralement à d'autres qui ensemble ont la possibilité de former de la masse géographique et d'avoir un quota satellite et cyberspace. Toujours dans la logique de la polarisation, l'action doit aller à l'encontre, 1. de la majorité non représentée, et des classes productives livrées à elles-mêmes. Offrir à la fois la possibilité d'organiser et d'actionner en levier en haut, mais aussi et surtout en bas. En bas signifie exploiter l'effet d'anarchie et l'effet des articulations qui entraînent à la fois l'effet de délocalisation et celui de l'autonomie économique, financière, sociale, culturelle, qui aurait été autrefois appelé de contre-pouvoir. Il faudra donc passer avec cette logique à l'action stratégique, de laquelle on parlera la semaine prochaine. Nous verrons ensuite comment agir sur les pouvoirs. Mais pour le moment, réalisons toutes les considérations faites jusqu'ici. Et car c'est nécessaire. Fonder l'action sur une cosmovision ouvertement sûre et claire. L'articuler avec des méthodes efficaces, une mentalité appropriée. Soutenir la dynamique du temps pour être efficace, afin d'entamer une révolution contre-subversive. Je souligne révolution contre-subversive parce que, après moi, c'est la seule logique qui peut aller à donner du fruit à l'époque dans laquelle nous trouvons. Alors, évidemment, ça c'est comment dire, la théorie du pratique. Enfin, ça sert aussi la théorie du pratique pour la prochaine, parce que quand on arrivera vraiment à mettre en pratique les choses, ça va beaucoup mieux. La prochaine fois, on va parler exactement un peu plus dans les détails ce qu'on peut faire sur comment on peut faire les choses, de quelle manière, avec quelle mentalité, avec quels outils. Après, on y arrivera, parce que l'idée, c'est d'avoir l'étude du langage, l'étude de la communication, l'étude de la logique des relations, etc. Donc, pour pouvoir réellement devenir actif et concret. Mais, disons, ce que j'ai essayé de faire là je vais répondre à vos questions pour l'instant, c'était de remarquer les choses fondamentales, c'est-à-dire le changement du pouvoir, comme de la société, par l'avènement d'une homo stellaire et pour un changement de dimension internationale, la polarisation de pouvoir entre un pouvoir central très fort et un pouvoir diffusé et qui représentent à la fois la tyrannie et l'anarchie, mais qui sont en dialectique entre eux et qui ont complètement vidé, pas complètement, mais amplement vidé le pouvoir institutionnel classique et politique. Et donc la nécessité d'imaginer la politique en comprenant avec quoi nous avons affaire, ne pas pensant d'être dans une époque de la démocratie parlementaire qui n'existe plus, des années 50, des années 30 ou des années même 70, et essayer justement de faire toujours que les choses aillent vers un minimum d'efficacité.
une efficacité peut être vraiment moindre. C'est-à-dire créer des places fortes, même petites, mais qu'elles soient solides et qui aillent dans la croissance. Ce n'est pas en espérant tout le temps que l'ennemi tombe ou que les gens se réveillent qu'on peut faire grand-chose. La seule chose qu'on fait dans ce sens-là, c'est créer la dynamique dans laquelle il y a ce qu'on appelle la masse critique. Mais si on ne travaille pas sur la masse critique, cela, finalement, est voué à l'échec. Voilà. Ceci étant dit, j'attends vos questions. Personne? Même à côté, hein. Je veux dire, c'est pas... Non, toujours rien. Personne n'a rien à dire, à insulter, je sais pas, ce que vous voulez, hein. Pourtant, je vois qu'en France, ça traîne toujours un peu, hein. Vous n'êtes pas très nombreux là. Alors, aujourd'hui, on va déborder sur la séance suivante pour dépasser les constats. Oui, mais bon, ça va être compliqué, c'est pas le moment. Beaucoup de points abordés, trop peut-être, Patrice, tu as raison, peut-être trop. Mais alors, à part que je vais vous envoyer, si vous m'envoyez vos mails, je vous envoie le PDF, comme ça vous pouvez le relire. Mais bon, c'est là si, c'est là dit, même si vous avez n'importe quelle question, ça, on n'est pas nécessaire de points essentiels. Ben, je n'ai pas trop compris ce qu'il entend pour des points essentiels. Je crois que par rapport à ceci, ce que je dis, ben, le point essentiel, c'est de comprendre, d'après moi, c'est de comprendre que la, la, comment que il ne faut plus croire que les choses peuvent changer de façon électorale et institutionnelle. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut prévoir l'insurrection. Ce qui veut dire autre chose encore. Ce qui veut dire que si on n'arrive pas à faire un système de force qui ait une stratégie, une méthodologie, un impact qui ne crée pas un pouvoir, un réseau de pouvoir dans tous les sens, que ça aille dans le mental au reste, on va nulle part. Je fais un exemple quelconque. L'agenda de la politique aujourd'hui est toujours dicté par le pouvoir. Les oppositions ne parlent que de ce que le pouvoir leur demande de dire. Par exemple, aujourd'hui en Europe, on parle tout le temps de Corona Bond ou pas Corona Bond. Personne ne parle de choses essentielles. Retour sur Lucien, pour ma part, je résume la définition pour ainsi, le pouvoir, c'est la capacité de se faire obéir par les forces de l'ordre. Enfin, c'est forcément important de se faire obéir par les forces de l'ordre, mais il y a des pouvoirs qui peuvent te couper la tête même si les forces de l'ordre t'obéissent, et il y a aussi des pouvoirs qui sont intermédiaires, qui te permettent de faire des choses sans que les forces de l'ordre t'obéissent. Donc oui, je suis d'accord sur la définition, mais je pense que je la vois un peu plus articulée. Je vais vous développer les mots chantage. Mais les mots chantage, c'est toujours le chantage, c'est quand tu arrives, allez, je fais un exemple. Syndicat, travailleur, employeur.
lutte pour les salaires, la lutte sur les salaires, finalement, c'est basé sur un double chantage. Les entrepreneurs pouvaient faire chanter les employés dans les syndicats parce qu'ils pouvaient, par exemple, arrêter l'usine, délocaliser, etc. Alors qu'à un certain moment, les employés pouvaient faire chanter les entrepreneurs parce que s'ils serraient les bras trop longtemps, l'économie, leur portefeuille en touchait trop. Donc c'était un jeu de chantage. Aujourd'hui, par exemple, les syndicats n'ont aucun jeu de chantage parce que les entrepreneurs ne demandent que de délocaliser. Alors, le pouvoir de chantage, c'est quand tu peux obliger quand quelqu'un sait que quand il parle avec toi, il a quelque chose qu'il peut perdre. Tu dis s'il faut développer ce jeu péjoratif, c'est pas question que ce soit péjoratif ou pas. Je pense qu'il faut appeler chat un chat. Donc, si les gens ne savent pas que tu ne peux pas faire du syndicalisme sur chantage, par exemple, c'est pas la peine qu'ils fassent du syndicalisme, c'est ça. Patrice, c'est toute une question de éthique. Niveau local, niveau régional, niveau national, niveau continental, niveau international. Maintenant, nous savons que les oligarques ont circuité les maillons. Ben, c'est normal qu'ils circuitent les maillons. C'est ceux qui sont au pouvoir. Alors, comment les niveaux local peut se connecter avec ton niveau local hier? Mais c'est pas la question. Parce que là je pense que j'ai l'impression que tu vois, là, tu le présentes comme si le niveau local était représenté par, comment dirais-je, une logique entraînée insurrectionnelle. Les niveaux locaux, pour moi, est autre chose. C'est-à-dire, par exemple, aujourd'hui, se fait de plus en plus en Allemagne, maintenant se fait même en Italie, on commence à raisonner sur de monnaies, raisonner pas nous, raisonner les régions, les gares, etc., sur des monnaies parallèles qui sont, par exemple, à niveau, parfois à niveau internet, parfois, comment dire, enfin, de web, etc., et donc qui permettent à niveau local de s'implanter quelque part. Si des monnaies virtuelles, mais qui ne sont pas vraiment des monnaies virtuelles, parce qu'en fait, c'est en partie des monnaies virtuelles, c'est en partie la possibilité de faire des échanges internes à niveau fiscal, etc., à niveau local. Donc, la localisation qui est en train de se faire, de se produire, ça permet aussi de créer des enracinements dans lesquels on peut obtenir des autonomies. Mais je parle de l'absolu. Alors, ces autonomies, c'est pas tellement important de comment se relier avec les autres, parce que dans une logique impériale, c'est l'axe qui compte. Alors, le problème, c'est que tu dois à la fois comprendre dans les vides que nous avons, dans le phénomène que nous avons en face, il y a deux éléments, c'est-à-dire il y a pour acquérir un minimum de valeur réelle, tu dois faire une évolution idéale et culturelle qui puisse former des élites et aussi en acquérir une bonne partie, parce que dans les élites sociales, économiques, etc., ce sont des minorités qui ont des idéologies précises. Les autres sont encore relativement perméables. De l'autre côté, c'est l'importance de créer le plus importante possible des organisations sociales qui font de base pour rentrer dans la dialectique qui était la dialectique léniniste ou la dialectique de Mussolini, c'est-à-dire dans le fait que tu peux avoir des lobbies de peuples ou des organisations de peuples que tu dois représenter à un certain niveau, donc l'une joue sur l'autre. Alors, mais ce n'est pas l'idée de faire pour moi, ce n'est pas l'idée de relier toutes les autonomies pour les mettre contre les centres, ça ne marcherait jamais. Nous avons plein d'exemples dans le passé, en commençant par l'Église chrétienne à l'époque du Bas-Empire, de comment on fait les choses. Ce n'est pas non, non, de coups de tête contre un mur qu'on arrive nulle part. Tony, au prisme de la guerre de gang dominante, quelle interprétation je donne à l'actuelle guerre de prix sur le pétrole?
L'analyse que je donne, c'est que les Américains ont joué encore une fois très bien. Donc aujourd'hui, les Russes ont des problèmes avec leur surplus qu'ils avaient réussi à mettre de côté dans les dernières années. Et les Américains sont gagnants actuellement. Corporatisme de Chesterton, j'en sais rien. Moi, je connais que Chesterton a parlé du corporatisme. Moi, je parle du corporatisme que j'ai vu, donc le corporatisme fasciste. Après, si c'est exactement celui de Chesterton ou pas, j'en sais rien. Je parle des exemples pratiques qui ont été quand même révolutionnaires. Parce qu'ils ont ils ont cassé l'unité libérale, ils ont cassé aussi la lutte des classes, mais tout en faisant sortir en faisant monter les intérêts sociaux. Mais là, c'est quand même déjà un élément secondaire dans le sens temporaire, parce que nous ne sommes pas en train de créer un État, ni de dessiner un État. On est en train de penser à comment agir. Alors, le corporatisme aujourd'hui, au moins une logique corporatiste, est fondamentale autant qu'une logique de syndicalisme révolutionnaire actualisée, parce que les catégories qui sont défavorisées par le libéralisme actuel sont beaucoup, et si on arrive à les relier entre elles à un niveau non local, mais à un niveau déjà européen, ça va. Comment agir, cela veut dire définir des objectifs, oui, réel, oui. Comment agir, ça veut dire, bien sûr, définir des objectifs, mais il faut aussi savoir que définir des objectifs ne veut rien dire. Dans le sens que si mon objectif est celui de faire la révolution, ce n'est pas un objectif. Ça ne veut rien dire. Si mon objectif, c'est d'imaginer une stratégie qui me permette de m'enraciner, je dis conneries, de créer des structures productives, des structures corporatistes de façon entre les producteurs. Si c'est de créer, par exemple, un réseau pour créer une nouvelle mutuelle, assistance mutuelle, etc., c'est des objectifs. Alors, si on considère la situation telle qu'elle va définir, quels sont les vides qu'on a en face, quels sont les moyens qu'on a, on peut définir des objectifs qu'il faut aussi qu'il y ait dans une logique, que ce soit idéologiquement la bonne, et dans une stratégie, parce que sinon on fait n'importe quoi, peu importe. Donc, pour définir des objectifs, il faut tenir à la fois en compte des éléments. Si on peut changer les choses ni par un jeu démocratique, ni par une sélection qui semble utopique, on mobiliser les masses dans cet objet. Mais je n'ai aucune intention de mobiliser les masses, parce que les masses, c'est des merdes. C'est les peuples qui disent autre chose, et les peuples sont organisés par des officiers et des sous-officiers, c'est-à-dire par des cadres révolutionnaires qui n'ont pas besoin de mobiliser les masses, ou de les faire créer, ou de les appeler à l'insurrection. L'importance, c'est les chaos, on les combat par les cosmos. Le cosmos, c'est l'organisation de l'ordre. De l'ordre, pas de l'ordre social bourgeois, de l'ordre. Et donc, c'est-à-dire articuler des organismes qui correspondent, naturels, et qui aient un minimum de pouvoir et qui s'enracinent dans le réel. Il ne faut pas faire remplir de masse. Je faisais l'exemple de l'Église catholique, chrétienne, pas catholique, à la fin de l'Empire romain. Elle a joué sur deux tableaux qui sont les mêmes desquels je parle. Un tableau, c'était la révolution culturelle, et ils ont joué sur les cours et sur les hautes classes. Et la deuxième, c'était l'organisation sociale. Ils n'ont pas pris beaucoup de monde, la plupart du monde était païen encore quand l'Église était dominante, mais ce qu'ils ont fait, ils ont commencé ils ont occupé le terrain productif de légumes, etc. Et quand la crise a eu lieu, les gens allaient manger chez eux. Voilà. Et la masse est devenue chrétienne parce que les païens ne lui donnaient pas le chou, les chrétiens lui donnaient des choux, par exemple. Donc, je veux dire, c'est très simple la chose. S'attendre que les masses fassent l'assaut comment dirais-je,
au ciel, c'est impossible. Tous les assauts au ciel sont toujours faits par une bonne partie du ciel. Et même les révolutions que ce soit d'extrême gauche ou d'extrême droite, toutes les révolutions qui ont réussi, elles avaient au moins une bonne partie d'appui du côté qui était assiégé. Donc, et l'insurrection, quand elle a eu lieu, ça avait une importance relative. La marche sur Rome est un moment terminal, mais les fascistes avaient gagné avant. Et dans le quotidien, la révolution bolchevique finalement est un putsch. Après, donc, les locales doivent mettre en forme les agressions socio-économiques, risque de survie et de mise en relation. Parce que l'idée liquide a isolé les gens en monade, hormis la matrice informatique, et les gens sont nus. Alors, comment repérer la communauté, les clans, la manière vitale du peuple? Bon, ça, c'est un vaste. Ça ne se décide pas assis tous les deux sur les canapés. Ce sont, comme je disais auparavant, s'il y a des gens qui ont des idées claires, je parle des idées, et qui travaillent dans le sens concret, donc qui donnent des possibilités organisationnelles, sociales importantes, après, autour d'eux, ça se crée tout ce qu'on veut que ça se crée. Mais ce n'est pas en affichant un programme, je vais faire un clan, que je fais un clan. Les Espagnols disaient, en parlant de Christophe Colomb, évidemment, si tu dois aller à l'Occident, tu vises l'Orient. C'est un petit peu ça. Donc si tu sais quand même que tu veux aller à l'Occident quand tu vises l'Orient, c'est fondamental. Mais quand on affiche, je veux faire la révolution, je veux organiser un clan, je veux répondre aux mondialisations, au mondialisme, etc., on se parle entre nous. Quand tu arrives, par exemple, à organiser, je dis une chose comme d'autres, on parlait alors peut-être que maintenant ils vont le dépasser à cause du Covid, mais quand on parlait des accords de Bâle qui empêchent aux banques de donner de l'argent à ceux qui en ont besoin, donc il faut ne pas en avoir besoin pour pouvoir l'obtenir, ça n'empêche que si on crée une société de financement, par exemple de PME, la société de financement puisse non seulement donner à ses propres associés, mais puisse obtenir de prêts de la banque. Donc si tu arrives à organiser des choses qui sont concrètes, le reste suit. Ceux qui du reste ont toujours fait ce qui sont enracinés. Alors, je ne parle pas de ceux qui dominent carrément parce qu'ils ont une stratégie fondamentale comme les mondialistes, mais qu'on parle des cathos, surtout de gauche, qu'on parle des islamistes, ou qu'on parle des communistes, ils ont fait ça. Et donc, ils gardent de pouvoir ou de contre-pouvoir ou de pouvoir actuellement. Anthony demande si les gilets jaunes sont masse ou peuple. Disons qu'on peut leur donner suffisamment de dignité pour ne pas le définir masse, mais ils n'ont pas d'unité et de clarté telle pour les définir peuple, donc je le mettrai entre les deux. Anthony Albertini, il faudrait que tu éteins ton micro parce qu'on entend derrière. Alors, voyons s'il y a d'autres questions. Ah, très bien, Fabrice. D'autres questions? Oui. Vous êtes dans la nouvelle cynophilie, les nouveaux sauveurs. Ouais, les gens cèdent à tous les sauveurs, ça c'est pas nouveau. Hein. Les gens n'ont ni dignité, ni sont même pas costauds. Alors les Chinois maintenant paraissent comme les grands sauveurs. Bon, en réalité, l'Italie a payé tous les aides de Chinois, même cher et même à l'avance. Bon. Ça va des modes, mais ça peut aller des modes n'importe quoi. Demain, ça peut aller des modes, même
la Finlande. C'est pas... Les masses sont... Là, on vit un moment particulier, très particulier, que justement c'est celui de Werner. On vit carrément dans une logique où tous sommes complètement encadrés, tous sommes complètement encerclés, tous sommes complètement comment dirais-je, confinés, et nous avons un danger interne, un péril interne qui nous fait peur. Le nouveau terrorisme s'appelle Covid. En même temps, nous avons un ennemi extérieur. Alors, l'ennemi extérieur doit être toujours quelqu'un qui ne soit pas le chef. Donc, l'ennemi extérieur, aujourd'hui, c'est l'Allemagne. Et donc, tout le reste, ça va, mais c'est un cirque. Nous devons remettre à penser non pas en démocrate, mais en fonction des trois fonctions. À autant de quoi qu'on lèvera tout le monde. Oui, nous sommes d'accord. Très bien, Anthony. Nous sommes d'accord, c'est fondamental. Même comment dirais-je, la participation de gens, même de masse, je ne suis pas en train de dire que les élections ne servent à rien et qu'un parti politique ne sert à rien. Nous avons eu de cas dans le passé qui l'ont démontré, et même dans le présent, je veux dire, ça fait quand même masse de manœuvres et ça fait quand même masse critique. Simplement, il y a un décalage complet entre ceci et la logique de dialectique vis-à-vis du pouvoir. La dialectique du pouvoir est un autre. Nous sommes en totale post-démocratie, au moins parlementaire, et donc, oui, en France, vous pensez trop souvent en fonction de la vie électorale, je pense que partout. Mais pourquoi on pense toujours en fonction de la vie électorale? C'est tout à fait simple. C'est parce que ne plus sachant qu'est-ce qu'on peut faire, et en voyant que les gens sont mécontents, on pense, donc on chevauche le mécontentement de gens pour tout changer. En fait, on rentre dans un cirque, et dans ces cirques, on termine prisonnier du mécontentement général de gens qu'on n'a même pas essayé de canaliser dans quelque chose de différent de ce que le ventre de gens dit, et qui donc ne peut pas aboutir. Il faut admettre qu'il y a des imbéciles et que malgré cela nous devons les aider. Oui, non, qu'il y a des imbéciles, oui, il faudrait admettre qu'il y a des gens intelligents, ce qui est déjà difficile. Qu'il y a des imbéciles, me paraît largement. Mais ce n'est pas la question que nous devons les aider. C'est pas mon truc. Je vais aider personne. Je vais simplement accepter le défi pour que enfin, je vais accepter le défi du chaos, non du cosmos, pour nous entendre. Donc, je vais accepter le défi du devoir, de l'honneur. Et donc, mais ce qui fait que même, il faut toujours penser que quand tu donnes le fait aux hommes, si tu crois que seulement à ça, tu termines comme Prométhée avec l'aigle qui te mange le foie. Ce qui est juste. Enfin, tu dois savoir que tu donnes ce qu'on appelle le perle au cochon. Mais puisque c'est ton devoir de le faire, tu le fais. Mais tu dois savoir que c'est ça. Parce qu'autrement, si on rentre dans le populisme dans le sens que, comme aujourd'hui, le peuple contre les élites, ce qui me fait complètement rire, ça va pas. Tenir compte du empire, Alix, ben, ça dépend en quoi. Je pense qu'il ne faut pas... Là, nous commettons toujours la même erreur, que c'est comme si nous devions décider de quelque chose. Nous sommes rien, nous sommes quelques personnes. Donc, il faut tenir compte de la réalité telle qu'elle est et pouvoir entrer en dialectique avec cette réalité, avec une idée force et des logiques d'intervention. Alors, si la réalité fait qu'il y a Rassemblement National, Vox et Lega, etc., c'est pas la question d'être moins pire ou mieux, parce que je ne dis pas qu'il faut rentrer dans ces partis. Moi, je n'ai jamais dit ça. Bon, quelqu'un peut y être, quelqu'un peut ne pas y être. Moi, j'ai toujours dit que tu agis beaucoup mieux de dehors que de dedans. Mais la question, c'est qu'il faut savoir quels sont les sujets qui jouent et faire un jeu qui tient compte de sujets.
Donc c'est pas question d'être moins pire parfois on décide de choisir le moindre mal, parfois on décide qu'on veut mieux choisir le pire. On choisit rien. On choisit rien. C'est-à-dire il faut comprendre la réalité. Qu'est-ce que je pense de Jared Taylor? Bon, attends, je ne voudrais pas me tromper, mais je pense qu'il est bien. Si je me trompe, alors c'est le mec c'est l'américain de alt-right, je crois. Si c'est celui dont si c'est celui dont je parle, oui, je crois que je l'ai même connu en Hollande. Si c'est lui, je pense franchement qu'il y a un type bien, mais qui est un bourgeois riche, ce qui n'est pas un délit, ce qui n'est pas un problème, mais ce qui limite la façon de voir les choses, d'après l'impression que j'ai eue. C'est-à-dire, c'est comme un nouveau sudiste. À quelle valeur doivent faire appel ceux qui veulent s'élever? Sorel comme éveilleur de l'enquête sociale locale? Oui, hein, oui, mais Sorel, attention, Sorel, c'est le mythe de l'insurrection, de la guerre permanente. Je pense que sur cela, Lénine était un peu plus fort, et Mussolini aussi. Donc Sorel, mythologiquement d'accord, mais il faut réinventer les mythes. Oui, mais il ne faut pas réinventer un mythe qui ne marche pas. Parce que la grève générale ne peut pas marcher. Un autre mythe mobilisateur, d'accord. Mais parce que la grève générale ne marche pas. La grève ne marche pas. On a vu même, finalement, la retraite, la réforme de retraite a été pour le moment suspendue. Mais carrément, malgré la grande poussée, les syndicats ont démontré qu'ils ne sont plus capables de gagner une bataille. Oui, José qui me dit que Jared Taylor est très bon, si pas le meilleur dans le débat sur la question raciale, mais ça s'arrête plus ou moins là. Je ne sais pas. Bon. Disons que, oui, bon, on a quand même appris quelque chose par des Américains, par exemple, c'est Ezra Pound. Mais bon, on n'a pas tellement besoin de chercher ailleurs la réponse. De plus en plus, des leaders d'alt-right américains quittent la ligne racialiste pour rejoindre la ligne soralienne du front de la foi avec l'islam. C'est le cas notamment Richard Spencer. Taylor est un des derniers racialistes. Oui, mais enfin, franchement, je pense que l'alt-right américain est fait par des riches bourgeois qui se complaisent. Donc, après qu'ils rejoignent l'islam, ou qu'ils rejoignent le paganisme, ou qu'ils deviennent les févriens, je trouve que ça change pas grand-chose. Peut-être que je me trompe, peut-être que j'ai des a priori, parce que peut-être que je considère un peu plus bêtes les Américains à niveau de peuple de ce qu'ils le sont. Donc peut-être que je me trompe. Bon. D'autres questions? Parce que là, on a quand même posé aussi des questions concernantes plutôt à ça, plutôt à l'argument. Donc, par exemple, comment remonter un mythe, comment faire. Et celui du Guénon, d'accord. Simplement, Alexandre Guénon, je vais te dire un truc que je continue de ne pas. Enfin, je ne prétends pas de connaître Taylor ni quoi que ce soit, mais Guénon, bon, je l'ai même cité, mais Guénon, c'est une vision, comment dirais-je, théorique, métaphysique et tout ça, mais ça n'a rien du politique. Ça n'amène rien dans la politique, donc c'est pas, ça reste, ça aide à avoir des visions de choses. Je disais donc, les questions que vous avez posées, c'était comment c'est localisé et comment lier les locales au général.
si et comment créer du mythe. Et là, je n'ai pas encore répondu, parce qu'en fait, c'est pas si simple que ça, parce que le mythe, on ne peut pas l'inventer, doit être quelque chose qui existe déjà, sinon ça ne sera pas un mythe, mais en même temps doit être un mythe qui est compréhensible par la psychologie générale du moment. Puis vous avez demandé à propos du corporatisme et du parti politique. C'est quand même l'idée qu'il faut puiser dans l'Orient pour ressourcer l'Occident. D'accord. Oui, bon, c'est pas. Et, voilà, par exemple, je soulignerai deux choses du cours conférence d'aujourd'hui. La première, c'est que à côté du fait, disons, de la vision comment dirais-je, de la fragmentation et de la nouvelle morphologie du pouvoir et des pouvoirs, ce sont deux choses. La première, c'est l'importance de minorités organisées. Parce que là, on oublie toujours, donc il faut organiser la minorité dans la vision de cet ensemble. Première. Et la deuxième, c'est ce que j'avais écrit, du fait qu'on doit imaginer un système de force qui soit à la fois parti, mouvement, centre-étude, lobby de pouvoir, et lobby de catégorie, capacité d'action médiatique, etc. Donc, il faut commencer à raisonner dans le sens où toutes les autonomies et toutes les fonctions particulières se sentent reliées en quelque chose qui les réunisse et qui les rend supérieurs, et qui, dans leur objectivité, puissent arriver à acquérir une logique d'harmonie, de concert et de stratégie. Et c'est ça, oui, la communauté organisée, si tu veux. Et c'est ça le grand gap. Parce que nous vivons dans une époque hyper individualiste, donc, et très superficielle, et très immédiate, parce que la logique de l'immédiat, c'est tac au tac social dans les réseaux sociaux. T'es blanc ou brun? T'es blanc ou brun? Voilà. Et alors, maintenant, hein, ça, c'est la logique dans laquelle toute l'humanité occidentale, du moins aujourd'hui, marche. Donc, à cause de ça, on arrive à avoir de choses qui vont chacune dans sa perspective, qui vont très bien, moyennement bien, ou même beaucoup moins bien, que ce soit des mouvements politiques, que ce soit centre-études, que ce soit des partis, mais ils sont tous pris dans leur propre logique fonctionnelle, comme un animal, comme un insecte. Et arriver à donner la conscience pour laquelle chaque chose peut s'appuyer sur l'autre, et qu'on sait que on gagne ensemble, mais chacun gagne séparément, même pas Cristiano Ronaldo peut gagner séparément, c'est l'idée. Mais ce qui ne veut pas dire, attention, l'unité fédérale du milieu, faisant une forte expression politico-parlementaire. Non, signifie essayons d'acquérir, de conquérir ou d'acquérir de places fortes, et de les relier psychologiquement, spirituellement, techniquement et économiquement aussi. Mais c'est une logique qui doit passer dans la matière grise. Là-dessus, je travaille depuis longtemps. Ça a été dur. De plus en plus, ça passe, dans le sens que, bonsoir, dans le sens qu'il y a de plus en plus de gens, même dans différents mouvements, partis, centres-études, etc., qui gèrent leur propre truc, et qui ont commencé à rentrer en harmonie avec d'autres. Et ça permet d'aller déjà vers la logique d'un sujet qui soit un système de force qui puisse marcher. Mais si on n'y arrive pas, on va nulle part. Si chacun de nous pense que son truc est le seul qui marche, ou qu'il peut faire tout seul tout le truc,
On reste dans les logiques de la droite terminale qui vit depuis quelques dizaines d'années. Oui, Alix, ne pas mener, c'est pas faux ce que tu dis, ne pas mettre tous les œufs dans le même panier, mais les amener dans la même direction. Oui, tout à fait. Oui, réel, je n'avais pas vu ça. Ah non, non, j'ai perdu même Alfred qui me demande comment organiser une dynamique quand elle en compte l'importance de la vision migratoire qui est par nature contre le peuple européen. Ben, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas organiser une dynamique à cause de l'immigration, à la limite encore plus. Et Réal, tu disais oui, qui existe, mais qui donne envie de se mobiliser. Le mythe, oui, tout à fait. Mais justement, il faut trouver un mythe qui existe et qui donne envie de se mobiliser. C'est pas si simple. Parce qu'aujourd'hui, les mythes sur lesquels la droite euh, essaye de mobiliser les gens, ce sont le peuple contre l'élite, qui n'est pas un mythe, ou alors encore la défense de la démocratie. Un jour, hein, merci. Est-ce que ne sont pas les événements qui vont décider? Oui et non. Oui et non. C'était justement la première conférence. Mais, ce n'est pas les hommes qui peuvent faire le show, qui peuvent décider des dynamiques, dans le sens où il y a des dynamiques, et ces dynamiques sont là, que ce soit des dynamiques économiques, de communication, etc. Et je passe du côté métaphysique qui est encore très important. En même temps, ce sont les hommes qui décident, enfin, qui essayent de prendre parti par la dynamique. Alors, les hommes organisés, les minorités organisées, arrivent à prendre parti. Ce qui n'est pas organisé ne prendra jamais parti. Alors, si les événements peuvent décider, par exemple, si demain il y a un multipolarisme ou un bipolarisme, et encore à cause de la force de choses, vous peuvent décider si l'Union européenne est forte, faible ou divisée. Mais finalement, c'est des épiphénomènes. Et ce qui décide, ce sont justement, je disais, les minorités organisées avec du pouvoir qui décident comment faire fructifier chaque victoire et même chaque défaite. Autant parler d'un destin commun, Alix, ben oui, il faudrait parler d'un destin commun. Mais il faudrait non seulement en parler, il faudrait le sentir. La route est encore longue. Mais justement, de plus en plus, je vois que la logique commence à passer. Anthony, tu as vraiment une connexion pourrie. Oui, je suis désolé. Désolé, j'espère que qu'on pourra mettre ça sur YouTube, comme ça, notamment, tu pourras le réécouter. La connexion, oui, j'avais compris, c'est de la connexion. Anthony, tu as surtout loupé la séance des questions. Sur YouTube, je pense que tu trouveras. De toute façon, les questions étaient surtout sur, enfin, grosso modo, comment faire face à un pouvoir si fort et voilà. Ah, très bien, Aurel. Alors, j'en profite pour vous dire, on va essayer de relancer, parce que ce serait bien qu'aussi qu'il y ait un peu plus de gens qui écoutent, parce que, alors, lundi à 18h, Pierre-Antoine Plaquevent parlera à propos de la science, si vous voulez, entre l'Open Society et la question du Covid. Jeudi prochain, j'irai un peu plus dans les concrets sur le même argument d'aujourd'hui. Et le lundi suivant, Lucien Cerise parlera dans l'ensemble, disons, des larmes de la même éthique. Oui,
Oui, c'est pas ce que je présente est dense, je sais. Quel canot issu du système conseillez-vous pour mieux comprendre son fonctionnement? Je n'ai pas compris, est-ce qu'il entend quel canot issu? Ah, il faudrait support pédagogique, c'est juste. Alors, mais justement, je voudrais arriver d'ici 2 ans à former réellement l'Académie Europe, dans laquelle j'espère qu'on pourra travailler tous sur un bâtissant beaucoup mieux et dans un sens encore plus pratique. Ah, voilà, médias internationaux et solutions. Alors, Anthony, c'est compliqué parce que moi, je tout fais tout seul, c'est-à-dire, ce n'est pas parce que je tout fais tout seul dans le sens que je suis un fou furieux malade. J'ai compris grosso modo les clés comment dire, du langage des autres, ce qu'ils sous-entendaient. J'ai compris avec l'expérience, avec le temps. Après, il faut essayer de voir les éléments qui sortent. La plupart des éléments, tu les as soit dans les centres, dans les publications de centres études officiels, de l'Allemagne, des États-Unis, de l'Angleterre, de la Chine, etc., ou parfois dans des comment dirais-je, dans des publications d'extrême gauche assez particulières. En Italie, c'est alors l'équivalent de la publication italienne qui me donne beaucoup de références sur lesquelles après je vais travailler. En France, ça s'appelle l'internationalisme. Je ne sais pas si ça vaut exactement comme l'italienne, mais c'est là-dessus, tu as plein d'ouverture sur les choses telles qu'elles sont. Après, c'est à toi de voir, parce qu'évidemment, ils les présentent avec leur code, mais les références sont intéressantes. Après, tu cherches et tu trouves, et tu réinterprètes. Surtout, il ne faut pas suivre la droite là-dessus. Parce que la gauche, même quand elle est de mauvaise foi, elle essaye d'aller, je parle à un certain niveau, parce que à un niveau bas, ça sert à rien, mais même quand elle est de mauvaise foi, elle cherche de garder son côté de faussement objectif et faussement scientifique. Donc tu trouves les éléments, même s'il est force, tu trouves les éléments sur lesquels il parle. Quand c'est la droite, normalement, les gens interprètent et dans leur avis. Donc, tu ne sais plus de quoi ils parlent parce qu'ils ont, c'est beaucoup plus subjectif. Donc, c'est rare que tu trouves des choses intéressantes dans la presse de droite, au moins en Italie. Il y a trop d'informations de façon générale, tout à fait. Mais justement, il faut choisir des informations qui soient plus scientifiques ou précises. Très difficile de se rayer un chemin, bien sûr. Disons que pour essayer de comprendre les choses, après je suis quand même arrivé, mais je me suis mis exprès, particulièrement de 85 à 88 heures. C'est un travail continuel sur quoi? Non seulement sur les choses. Pour gagner en légitimité et en confiance pour gagner en auditoire. Tout à fait. Nous sommes d'accord. Parfait. Nous sommes d'accord qu'il faut des synthèses écrites, oui, bien sûr. Le problème, c'est que la synthèse implique le fait que la personne qui la lit l'accepte. Vu que la plupart des arguments, disons, déboussolent complètement les a priori, les lieux communs sur lesquels sont formées même les idéologies même de l'extrême droite, les gens la refusent immédiatement, la synthèse. Donc, ça ne peut pas être trop synthétique, parce que si tu l'expliques pas, c'est les rejeter immédiatement. Ça, c'est la difficulté de la chose.
Se concentrer aussi au nouveau sujet, il sensorise un peu justement, connaître le nouveau outil et projet, vie sociale, obligation, accélération, nouveau travail, nouvelle techno, tout à fait. Nous sommes parfaitement d'accord. Je dois dire qu'il y a des ressources intéressantes pour travailler sur soi. Un équivalent en français, oui, effectivement, on ne l'a pas. On pourrait le faire. Tu parles de la... Attends, tu parles du site ou des publications? Pour gagner un auditoire, il faut avoir accès aux médias. Ça dépend, hein, et ça dépend, et en plus, c'est pas impossible, hein, parce que je veux dire, c'est pas du tout impossible, parce que les médias, tu peux quand j'ai parlé, quand j'expliquais apparemment, tu peux arriver aux médias par des milliers de solutions, parce qu'il y a des centres d'études qui sont bien connus, qui sont pas nécessairement diabolisés, il y a des partis institutionnels, ça dépend comment tu passes. Parce que tu passes avec ton drapeau, c'est moi, c'est compliqué, mais si tu t'en fous de qui porte qui porte la pierre, ça va, c'est beaucoup plus facile qu'on le croit. On ne change pas le monde sans gouverner soi-même, donner certaines de nos réflexes, donner certaines de nos réflexes mentaux, absolument, Anthony. C'est fondamental. Bon, développer. Alors, on a encore 3 minutes de connexion. S'il y a une dernière question, sinon je vais vous saluer. L'ennemi est à nous. L'ennemi est à nous, bien sûr. C'est la première chose, la grande guerre sainte. Savoir que le premier ennemi est à nous. Parce que si on n'a pas la conscience que le premier ennemi est à nous, et si on ne se bat pas pour se dominer, ça ne sert à rien de parler aux autres. Et ça, c'est le grand problème, que tous les grands révolutionnaires d'aujourd'hui, entre guillemets, souvent, ce sont des égaux quelconques. Donc, ils peuvent dire des choses plus intéressantes que d'autres, et c'est même pas sûr, mais après. Mettre en contradiction, oui, ça dépend de ce que tu entends, oui, forcément oui, mais ça dépend aussi de ce que tu entends. C'est un réflexe comportement qui nous font être contre-productifs. Oui, ça c'est sûr. Mais ça relève aussi de la discipline, donc ça relève aussi de la centralité, ça relève aussi de la hiérarchie, ça relève aussi de la stratégie, ça relève aussi de tout. L'ego est utile, Alfred? Ça dépend qu'est-ce qu'on attend pour l'ego. L'ego est utile si c'est une force dominée par une volonté impersonnelle. Sinon l'ego est celui qui te fait grandir pour te bouffer. Valeurs, oui, plus que valeurs, je dirais principes. Les valeurs, on les invente tout le temps. Les principes, non. Et souvent, quand on parle de valeurs, c'est un discours nostalgique, comme on était bien avant, à une époque à laquelle on n'était pas bien du tout. Et souvent, c'est de l'hypocrisie sociale aussi. Donc, il faut faire attention. Principe, oui, principe. Le principe, l'honneur est un principe, mais pas une valeur. Parce que la valeur est comment les choses se mettent en forme. L'honneur d'un romain, l'honneur d'un germain, l'honneur d'un japonais, l'honneur d'un peau rouge, ce n'est pas la même chose au niveau des valeurs. Ils ont des valeurs différentes, mais c'est un principe fondamental. Alors, les valeurs changent. Même la famille change. La famille a changé pendant des millénaires, de milliers de façons. La famille n'est pas une valeur. La famille est une entité qui devrait être basée sur des principes, par exemple. Et le principe, le mot principe, donc, qui est quelque chose qui vient avant, qui est première, alors que valeur signifie quelque chose qu'on value, hein, de toute façon. Oui, il faudrait expliquer pour refonder. Enfin, je pense que le dire à la fois, l'ego, c'est comme le reste. Il faut qu'il soit bien dosé, bien utilisé. Tout à fait.
autre émission. Merci Annie. Bon, je dirais que nous sommes à 19h30, alors je vous remercie beaucoup, je vous salue. On va essayer de faire répertorier un peu plus de gens pour lundi, parce que ce serait gentil pour Pierre-Antoine qu'il y ait un peu plus de gens, parce que je pense que ce serait peut-être le cas, parce qu'en fait les gens n'ont rien à faire du reste. Donc je vous demande je vous enverrai plutôt, je vous demande de faire participer. Attention, continue avec la convocation. Oui, bon, d'accord, mais c'est ce que je vais essayer de faire. De toute façon, on va essayer de faire, nous. Merci à tout le monde. Au revoir. Et que c'est la prochaine fois, c'est lundi. Ben, bon Pâques et à bientôt.